l'évolution de la mobilité, notamment avec, toutes les politiques autour de la mobilité douce, donc de moins en moins de gens avec des véhicules, de moins en moins de gens avec des déplacements de véhicules, donc en périphérie. Donc on a en fait des clients qui vont être plus statiques dans leurs déplacements au global et donc des enseignes qui doivent s'adapter aussi au mouvement de leur clientèle. J'aime bien cet exemple de, IKEA avec qui on travaille. Je pense que vous avez tous en tête, les IKEA, classiques, standards, historiques. Le gros cube bleu en périphérie, c'est la sortie du dimanche, on prend sa voiture, on y va, il y a un immense parking, tout est fait pour rester, longtemps. Le restaurant, la garderie, c'est une vraie expérience et on voit en fait que on a fait une étude sur, les 15 dernières ouvertures d'IKEA en Europe, qu'ils ont complètement changé leur modèle d'implantation et ils vont être sur des formats beaucoup plus petits, heu, en centre-ville ou en ville en tout cas, sur lequel on va avoir beaucoup plus de commandes. Donc la les clients viennent, regardent en mode showroom, commandent après, mais ne restent pas plus de 1 ou 2 heures dans le magasin. Et en fait, ce qu'on observe là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est l'évolution des habitudes des clients et de la clientèle et comment l'enseigne va avoir la bonne analyse pour se dire: «Je fais évoluer, mes choix d'implantation, mes choix d'ouverture, mes choix de relocalisation». Et IKEA là-dessus, ils sont très forts, hein. Ils ont du coup su capter cette donnée-là, capter, ces mouvements-là pour évoluer avec l'évolution des flux de leur clientèle. Bonjour et bienvenue sur les Digital Doers. Depuis 2019, je prends le temps de rencontrer celles et ceux qui façonnent et transforment le commerce en France, des dirigeants de marques, d'enseignes, de plateformes, de DNVB ou de solutions qui vivent de l'intérieur les grandes mutations du commerce. Ici, pas d'interview formatée, j'aime les conversations longues, franches et analytiques, celles qui permettent de prendre de la hauteur, de comprendre les choix stratégiques, les contraintes, les arbitrages et les convictions, que ce soit en mode one-to-one ou dans des formats thématiques. Nous parlons de distribution, de marché, de proposition de valeur, d'évolution des comportements d'achat, mais aussi de technologie et de solutions. Chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode. Pour en être notifié, vous pouvez vous abonner à la plateforme d'écoute de votre choix. Enfin, pour suivre l'actualité du podcast et de notre écosystème, vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, ainsi que sur mon groupe WhatsApp et bien évidemment sur lesdigitaldoers.com. Tous les liens sont en description de cet épisode. Bonne écoute, toujours sans coupure. Pendant longtemps, le commerce physique s'est appuyé sur des fondamentaux relativement stables. Les zones commerciales s'installaient durablement, les centres-villes occupaient une place centrale dans la vie économique locale et les enseignes pouvaient construire leur développement sur des habitudes de consommation relativement prévisibles. Depuis quelques années, ces équilibres sont remis en question, les lieux de vie évoluent, les déplacements se transforment, certains territoires gagnent en attractivité tandis que d'autres peinent davantage à attirer consommateurs, commerces et investissements. Dans ce contexte, comprendre les flux devient un enjeu stratégique. Où les consommateurs se déplacent-ils? Quel territoire attire aujourd'hui les enseignes? Comment identifier les zones qui gagnent en dynamisme avant que les chiffres d'affaires ne le révèlent? Et que nous apprennent ces mouvements sur les transformations plus profondes du commerce et de la société? Pour répondre à ces questions et à plein d'autres, je reçois aujourd'hui avec grand plaisir Pauline Paris, Chief Marketing Officer de MyTraffic. Créée en 2016, MyTraffic est une entreprise française, comme son nom l'indique, spécialisée dans l'analyse des flux piétons et automobiles. Et grâce à l'exploitation de données géospatiales, l'entreprise accompagne enseignes, foncières, investisseurs et collectivités dans leurs décisions d'implantation, de développement et d'investissement. Donc vous comprenez la logique et la légitimité de MyTraffic à prendre la parole sur ces enjeux-là. Au cours de cette conversation, nous chercherons d'abord à comprendre comment ces flux permettent de lire les grandes évolutions du commerce. Nous nous intéresserons ensuite aux nouveaux modèles qui se développent actuellement sur le territoire et à ce que leur choix d'implantation révèle. Nous verrons également comment la donnée géographique devient un outil stratégique pour les enseignes avant d'élargir la discussion aux enjeux d'attractivité des centres-villes
et aux nouvelles géographies du commerce. Mais avant de commencer, Pauline, peux-tu te présenter en quelques mots? Avec plaisir. Bonjour, Cyril et merci de me recevoir, aujourd'hui dans ton podcast. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi, sur, l'évolution, du retail aujourd'hui, en Europe. Pour me présenter, rapidement, moi j'ai le commerce dans le sang. Je suis une fille, de franchisés dans la grande distribution. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, tenaient des Monoprix, pour être précise. Et donc moi-même, j'ai, donc depuis toute petite baigné dans le monde du commerce. J'ai d'ailleurs commencé ma carrière chez Monoprix, en toute, du coup, cohérence. D'abord en magasin, j'ai fait du coup, quelques années, en chef de rayon et ensuite après, adjointe, en magasin. À Paris, à l'étranger aussi, notamment au Liban, pour ensuite après rejoindre, les équipes au siège dans le département, data. Donc c'est là que je suis tombée, dans le monde, de la data qui en fait pour moi aujourd'hui, est vraiment une arme, super puissante, quand on veut évoluer dans le monde du commerce où effectivement on est en plein bouleversement. Aujourd'hui en Europe, les règles du jeu, changent et donc la data est vraiment, une arme, pour moi, à maîtriser et à comprendre. Comment t'es passé du magasin, du carrelage comme on dit, à la data, au siège? Il y a, un truc qui t'a fait prendre conscience de l'intérêt de la data? C'est une opportunité? C'est quelqu'un? Comment Mmh. tu arrivé à ce changement? Je pense que déjà, au début, je me suis pas posé de questions. Commencer en magasin, c'est la base. Tout le monde commence entre guillemets, par l'expérience terrain. Il y a personne, en tout cas très peu de personnes, au siège chez Monoprix. C'est vraiment dans l'ADN, de comprendre comment ça fonctionne sur le terrain, comment ça fonctionne en magasin, la réalité des équipes et la réalité aussi, des clients. Et donc du coup, j'ai commencé par là. J'ai d'abord commencé par des stages et puis après, mon premier emploi. Le but, c'était vraiment de comprendre au maximum, d'engranger un maximum de connaissances pour ensuite après pouvoir évoluer, dans d'autres domaines. C'est quelque chose que moi j'ai toujours aimé faire dans mon parcours, on le verra après, mais je suis tout terrain, tout m'intéresse. L'idée, c'est d'avoir, un projet, challengeant, sur lequel, je peux, apporter, et apporter ma patte et avoir de l'impact, rapidement. Donc l'idée, c'était d'engranger un maximum de connaissances, de comprendre ce qui se passait et ensuite après de voir, comment j'allais pouvoir faire changer les choses. Et après pour répondre à ta question, c'est pas quelqu'un en particulier, en fait si, je dis n'importe quoi. J'ai échangé à ce moment-là avec, Florence Chaffiot qui était la directrice du coup, marketing à l'époque, chez Monoprix. Donc Mmh. maintenant elle est chez Fnac, je pense que, tu la connais aussi, et qui en fait à l'époque du coup, était chez Monoprix, et gérait vraiment toute la partie marketing et clients. Et j'ai échangé avec elle justement à ce moment-là, et elle m'a parlé, de la data et du pricing, notamment de l'importance de la data dans le pricing. Elle était assez quand même visionnaire et avant-gardiste sur ces sujets-là. Et elle m'a dit, je viens de recruter, un ponte de la data, qui venait de chez Simon Kucher, le cabinet de conseil, qui va arriver dans quelques mois. Il faut absolument que tu travailles avec lui, tu vas apprendre énormément. Et donc du coup, cette personne qui est Arnaud Foujol, qui était du coup à la direction, de la data après chez Monoprix, pendant toutes mes années, chez Monoprix, qui était vraiment, un mentor, pour moi, m'a parlé de son projet, qui était de remettre la data au cœur des décisions opérationnelles chez Monoprix. Et donc c'est parti de là. Je l'ai rejoint, on était 3 dans l'équipe quand j'ai quitté du coup, l'enseigne il y a quelques années maintenant pour aller chez MyTraffic. On était 200, donc ça a vraiment aussi, été une expérience fondatrice pour moi, dans mon parcours et dans ce que j'ai vu du retail. Alors on va s'arrêter 2 secondes sur MyTraffic pour comprendre réellement la proposition de valeur de Mmh. l'entreprise. Je l'ai rapidement, présentée en introduction, mais je pense que c'est un peu plus. Comment tu présentes cette entreprise? Moi, ce que j'aime dire, c'est que je ne vends pas de la data, je vends les mêmes armes aux acteurs du commerce physique que celles, des géants du e-commerce. L'idée, c'est vraiment ça. On entend souvent parler de la dichotomie, entre le e-commerce et le monde physique. On entend souvent parler, que le e-commerce va tuer le commerce, que les commerçants sont en train de mourir. Et donc la proposition de valeur de MyTraffic, c'est comment on vient combler ce gap, comment on vient réduire l'écart entre ce qui est proposé à des acteurs du digital. Donc, je pense que tu le sais, mais aujourd'hui, un site internet est traqué de tous les côtés. On a des informations sur qui vient, quand, comment, qu'est-ce que les gens achètent. Et ça permet d'avoir une expérience utilisateur, qui est optimale et donc d'optimiser la performance derrière. L'idée de MyTraffic, c'est vraiment de faire la même chose, pour aider le commerce physique dans sa mission. Comment on va choper la donnée? Ça, c'est très simple. La majorité de notre donnée, donc on a plusieurs
typologies de données. Tu l'as dit tout à l'heure, le flux piéton, qui est la donnée cœur de MyTraffic historique, sur laquelle on a commencé à travailler il y a 10 ans maintenant et qu'on fait évoluer constamment pour la rendre de plus en plus fiable. Ça, la donnée, elle vient d'applications mobiles. Donc, quand tu es sur ton téléphone et que tu utilises une application gratuite, il y a derrière, quand tu donnes ton consentement pour le partage de ta donnée, une exploitation de cette donnée pour monétiser l'utilisation de l'application. Et donc, nous, on va venir acheter de la data à une centaine, voire des milliers d'applications partout en Europe pour ensuite, après, la travailler, l'extrapoler pour en faire des insights utilisables par nos clients. C'est la grande force aussi de MyTraffic, c'est que, à l'instar de ce qu'on peut avoir en magasin ou dans des centres commerciaux qui sont des capteurs physiques pour compter les piétons à l'entrée et à la sortie, là, on va avoir une donnée qui est disponible partout en Europe, sur toutes les adresses en Europe. Et donc, du coup, une largeur de jeu qui est assez incroyable parce qu'on va pouvoir comparer n'importe quel emplacement avec un autre emplacement, avec un autre concurrent. Donc, voilà. Donc, le terrain de jeu... C'est donc une donnée vivante parce que ça veut dire que constamment, vous allez... Elle est rafraîchie tous les jours. Donc, ouais. Tous les jours, on reçoit des milliers de points de données qui nous permettent de faire évoluer nos modèles derrière. De la même façon, on a un flux du coup véhicule qui nous permet, pareil, de pouvoir capter tous les mouvements en périphérie, donc hyper important aussi pour le commerce. Et là, du coup, on va avoir une source de données qui est la donnée de constructeurs automobiles, donc du coup directement issue des voitures, des trajets en voiture, sur lesquels on va, pareil, récupérer des points qui vont nous permettre de reconstituer derrière des trajets et puis des flux au global partout en Europe. Merci pour ces précisions et effectivement, je pense que les auditeurs sont sensibles à ce que tu racontes pour comprendre pourquoi on va pouvoir ensemble parler de quelque chose dont on ne parle jamais. Enfin, en tout cas, moi, j'en parle jamais et je suis heureux de pouvoir le faire. Justement, ces flux, à revenir sur une actualité, une réalité du commerce qui est celui du commerce physique. On en parlait en préparation de l'émission. Aujourd'hui, c'est plus de 85% du volume du commerce de détail qui est réalisé en magasin. Oui, il y a de l'omnicanal et oui, il y a de la préparation d'achat physique avec son téléphone en digital, mais plus de 85% des transactions s'effectuent en magasin. Donc l'importance du magasin est toujours d'actualité. Il est important de le redire. On voit beaucoup d'évolutions dans le commerce. Il n'y a pas une semaine où on n'en parle pas. Rarement, trop rarement en ce moment, avec quelque chose de positif. On en entend surtout une actualité un peu difficile. Cependant, j'aimerais qu'on parle de cette transformation du commerce au travers des flux. J'aimerais que tu me poses un peu le constat. Quand on regarde les données sur ces dernières années, qu'est-ce qu'on comprend de l'évolution du commerce? Déjà, effectivement, comme tu le dis, on entend beaucoup au quotidien parler de nouvelles plutôt négatives sur la santé du commerce en France, en Europe, et l'évolution du commerce physique. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, chez MyTraffic, on voit plutôt l'inverse, parce qu'on travaille du coup avec des enseignes qui généralement vont bien, sont en expansion, et du coup cherchent à s'étendre et à grandir. Donc ça, c'est le côté aussi très agréable chez MyTraffic d'avoir ce côté vraiment très positif. Et il faut le dire, il y a énormément d'acteurs aujourd'hui en France et en Europe qui vont bien, qui ouvrent, qui trouvent leur clientèle et qui derrière font du chiffre d'affaires et performent. Donc ça, c'est hyper important. Oui, parce que en fait, vos clients, c'est quoi? C'est les grandes enseignes qu'on connaît tous. Oui, je l'ai peut-être pas dit effectivement quand on a parlé de MyTraffic. Donc nous, nos clients, on va avoir 3 verticales principales. Le retail, donc là, ça va être le commerce, donc les grandes enseignes que tout le monde connaît, des Sephora, des Five Guys, des McDo, des Paul, toutes les enseignes assez classiques. On va avoir des enseignes un peu plus niches, donc soit des enseignes DNDB qui ouvrent des magasins ou des secteurs très spécifiques en croissance, par exemple sur la pet food des Animalis, par exemple, ou dans le fast food, la boulangerie ou le Krusty. Et après, on va avoir tout ce qui est real estate, qui est aussi un gros pan chez MyTraffic. Donc là, important d'avoir de la donnée pour comprendre et promouvoir les centres commerciaux, les assets de manière générale aux enseignes derrière. Et enfin,
un gros pan dont on va discuter aussi après, le secteur public, les villes, parce qu'on entend souvent aussi la dichotomie entre, on va dire la bataille, entre les commerçants, qui disent: «Il y a personne dans ton centre-ville» et les centres-villes qui disent: «Oui, mais personne n'est intéressé par ton enseigne». Et donc ça, c'est aussi un débat, nous, qu'on observe de façon très neutre, avec nos clients, et on accompagne les villes dans la redynamisation de leur centre-ville. Comment les aider à aller, trouver les bonnes personnes à faire venir dans le centre-ville pour les bonnes raisons. Ouais, écoute, c'est super que tu le Ouais. précises parce que je pense que c'est un aspect important justement pour comprendre, ces transformations du Mmh. commerce au travers des flux. Heu, Pourquoi je te pose la question? C'est que le covid est passé par là et les confinements ont peut-être modifié, Complètement. heu, un historique de flux. Qu'est-ce que tu peux nous raconter par rapport à ça? Complètement, effectivement, on voit que, les dynamiques, qui étaient des dynamiques, comme tu dis, historiques, notamment avec, l'émergence du télétravail, donc il y a eu une émergence très forte, très soudaine, notamment sur les déplacements, pendulaires entre périphérie et centre-ville, a énormément, bousculé, ces habitudes. On voit que il y a un peu un retour, à la «normale» entre guillemets actuellement, mais ça a quand même bousculé énormément d'enseignes, dans leurs habitudes. Ça, c'est le premier point pour moi qui est important. Le 2e point aussi, qui est, clé, dans l'évolution des flux, c'est, l'évolution de la mobilité, notamment avec, toutes les politiques autour de la mobilité douce, donc de moins en moins de gens avec des véhicules, de moins en moins de gens avec des déplacements de véhicules, donc en périphérie. Donc on a en fait des clients qui vont être plus statiques dans leurs déplacements au global, et donc des enseignes qui doivent s'adapter aussi au mouvement de leur clientèle. J'aime bien cet exemple de, IKEA avec qui on travaille. Je pense que vous avez tous en tête, les IKEA, classiques, standards, historiques. Le gros cube bleu en périphérie, c'est la sortie du dimanche, on prend sa voiture, on y va, il y a un immense parking, tout est fait pour rester, longtemps. Le restaurant, la garderie, c'est une vraie expérience, du samedi, après-midi, voire de la journée, et on voit en fait que on a fait une étude sur, les 15 dernières ouvertures d'IKEA en Europe, qu'ils ont complètement changé leur modèle d'implantation, et ils vont être sur des formats beaucoup plus petits, heu, en centre-ville ou en ville en tout cas, sur lequel on va avoir beaucoup plus de commandes. Donc là, les clients viennent, regardent en mode showroom, commandent après, mais ne restent pas plus de 1 ou 2 heures dans le magasin. Et en fait, ce qu'on observe là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est l'évolution des habitudes des clients et de la clientèle, et comment l'enseigne va avoir la bonne analyse pour se dire: «Je fais évoluer, mes choix d'implantation, mes choix d'ouverture, mes choix de relocalisation». Et IKEA là-dessus, ils sont très forts, hein. Ils ont du coup su capter cette donnée-là, capter, ces mouvements-là pour évoluer avec l'évolution des flux de leur clientèle. Ça, c'est hyper intéressant parce que IKEA construit sa croissance, plus sur l'ouverture de gros cubes Mmh. périphériques, mais justement en allant capter un besoin, une, clientèle directement en centre-ville. J'imagine avec la stratégie de se dire: «Je vais vendre des petits produits en centre-ville et surtout donner envie, depuis le centre-ville à mes consommateurs de venir passer une expérience en périphérie», c'est ça? On voit qu'il y a même, tu vois, je pense qu'il y a vraiment, 2 expériences à siloter, hein. Les clients qui vont dans le IKEA City ne vont pas forcément aller après dans OK. le IKEA en périphérie. Ça aussi, dans l'évolution donc des Donc on mouvements, touche une nouvelle il y a vraiment clientèle. cette notion de statique où la clientèle va avoir tendance à rester dans sa zone de vie beaucoup plus qu'avant. Heu, on en parlera peut-être après aussi sur le prix du carburant, qui a aussi du coup été, un peu une bombe, pour justement, les flux, commerciaux. Les gens, prennent moins leur voiture, et donc forcément, quel est l'impact? Quel est l'impact pour, les enseignes qui sont en périphérie? Quel est l'impact pour les enseignes de grande distribution qui ne sont pas accessibles à pied, sur la livraison, et sur les horaires aussi d'ouverture? Donc ça joue énormément aussi. Il faut savoir que, le retail, évolue, de façon très rapide par rapport à toutes les actualités qu'on peut avoir sur le niveau de vie, et le pouvoir d'achat aussi, des clients. C'est très intéressant que tu parles de ça et que tu rattaches à l'actualité liée au coût du carburant avec la guerre en Iran et justement le sujet des centres-villes. On Mmh. commençait rapidement à en parler. Les centres-villes sont, heu, à la fois plébiscités par les consommateurs parce que c'est une zone dans laquelle ils aiment sortir, où il y a de Mmh. l'activité, on peut aller, dans des restaurants, dans des bars, faire quelques courses, mais en même temps qu'ils sont pas complètement satisfaits de l'offre Mmh. qui se présente à eux, qui se plaignent de voir disparaître des magasins. Ils sont un peu schizophrènes parce que ce sont les mêmes consommateurs qui vont aller acheter sur les plateformes chinoises Mmh. et puis, les agglomérations qui cherchent
à dynamiser ou redynamiser ces centres-villes. Le fait que l'utilisation de la voiture devient quelque chose de plus réfléchi à cause du coût de transport, est-ce que vous observez déjà quelque chose se passer dans la refréquentation des centres-villes? Complètement. Donc là, si on reste sur cet exemple de l'évolution, du prix, du pétrole, on a justement fait une analyse, le mois dernier sur, un panel d'une trentaine de centres-villes, en France, et de le comparer avec la politique de mobilité douce dans ces villes. Et on voit qu'il y a une corrélation claire entre, la baisse de fréquentation dans des centres-villes où en fait le moyen premier de transport est la voiture, et d'autres villes sur lesquelles les infrastructures, poussées, souvent par les politiques de la ville, sont des infrastructures, plus orientées mobilité douce. On le voit, à Bordeaux notamment où en fait on a une fréquentation de centre-ville qui est plutôt stable sur les 18 derniers mois, qui est plutôt stable, voire en légère, hausse. On le voit à Paris, on le voit à Marseille, également. Donc en fait, les centres-villes qui ont poussé l'arrivée de la mobilité douce aujourd'hui, et ça peut être un peu contradictoire parce qu'on entend souvent, notamment à Paris, le fait qu'il y ait trop de zones vélo, trop de zones piétonnes et que ça va venir à l'encontre du coup, du commerce. Mais on le voit quand même d'un point de vue global que la fréquentation, elle, n'est pas impactée directement. Alors après, on peut Attends, je t'arrête oui, 2 vas-y, secondes, je t'en hyper intéressant. On est à Paris, on parle de Rivoli. mmh. Parce que là, l'exemple que Oui, tu oui. parles, me fait, penser à Rivoli. Tous les commerçants de Rivoli étaient vent Les Miennes. debout, devant, la transformation de la rue, en piste cyclable géante, en disant que ça allait faire fuir, le flux, de consommateurs potentiels. Vous avez observé cette réalité-là? Complètement, et c'est encore des échanges qu'on a tous les jours avec, nos clients. On travaille aussi avec la Fédération, des acteurs du commerce et des territoires, la FACT, et donc du coup avec lesquels, pareil, c'est des sujets du quotidien, et c'est des dichotomies qui sont plus complexes. On peut pas juste se dire, c'est une zone, du coup, de piétons, il va y avoir moins de monde, donc du coup, ça va avoir un impact sur le commerce. Pour moi, c'est vraiment une guerre qui est beaucoup plus compliquée que juste se dire, heu le mode, enfin l'infrastructure de la ville change et donc du coup, il va y avoir un impact direct sur le commerce et inversement. Et notamment, là, sur, l'évolution du prix du pétrole, potentiellement, rue de Rivoli, il y aurait eu beaucoup peut-être moins, on va dire, de flux qualifiés, c'est-à-dire de gens qui viennent pour «acheter» entre guillemets dans la zone, que, aujourd'hui, le même flux, mais qui est en vélo. Donc ça, c'est des dynamiques qui sont compliquées et qui sont très intéressantes à analyser, dans le temps. On le voit aussi un exemple, moi, que je trouve très intéressant, c'est, tout ce qui a été fait dans la ville de Montpellier, notamment autour des transports. Donc, Montpellier a d'abord rendu les transports gratuits en 2023, et ça, pareil, ça a eu un impact direct sur le flux et sur la fréquentation en centre-ville. Je crois que c'est 6 mois, ils ont fait un bond de plus 20% par rapport à l'année précédente, tout simplement, via, en fait, un moyen qui est assez, simple, mais du coup qui a vraiment permis donc de redynamiser, le centre-ville avec une corrélation aussi sur les dépenses. Donc ça veut dire qu'ils sont allés chercher des gens qui allaient ensuite après, acheter du flux, qualifié et pas du flux uniquement de passage. De la même façon, Montpellier a fait un énorme travail aussi sur, la ligne de tram, je crois que c'est la numéro 5, sur lequel ils ont installé 16 kilomètres de tramway entre le centre-ville et les périphéries, et ça pareil, ça a bousculé la carte géographique, du flux, et ça a vraiment été un outil de redynamisation, dans le centre-ville, au global. Donc c'est plus compliqué que ça, de se dire, il y a une infrastructure, ça va changer la donne, et en fait, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un écosystème qui est complexe et qui est complet. Qu'est-ce que l'analyse des flux Mmh. permet d'anticiper? C'est les indicateurs qu'on Mmh. voit qui permettent d'anticiper quelque chose? Là-dessus, je dirais que si on parle des acteurs du retail, ce qui est hyper important, c'est de ne pas regarder la donnée de façon, externe, et objective. L'idée, c'est vraiment d'abord de faire un travail, et c'est ce qu'on fait avec les enseignes avec lesquelles on travaille, de comprendre quels sont pour l'enseigne ses facteurs clés de succès. Qu'est-ce qui va faire que demain, si j'ouvre un magasin, ça va être un succès, et on va se baser à la fois sur les données du coup du, réseau de magasins. Donc, un IKEA, en fait, aujourd'hui, si on fait l'analyse de son réseau, quels sont les magasins qui sont en performance? Quels sont les magasins qui sont en sous-performance et pourquoi? Et on va regarder du coup aussi tous les mouvements de flux, autour du coup de ces magasins. Qui sont les gens qui viennent? D'où ils viennent? Est-ce qu'ils viennent du coup de 5, 10, 15 minutes autour du magasin ou de beaucoup plus loin? Donc on va faire une analyse vraiment complète du profil, sociodémographique, de la zone de chalandise, active, pour ensuite la répliquer ailleurs. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est de comprendre
quels sont les facteurs clés de succès sur ma zone et sur mes zones actuelles pour les répliquer ailleurs, sur des zones sur lesquelles, avec de la donnée, je suis capable de dire j'aurai les mêmes mouvements, le même type de clientèle, et donc j'ai de fortes chances de performer. Mais tu me tends la perche pour pouvoir, te poser la question justement, comment on fait pour choisir son Mmh. territoire quand on est une enseigne? Son territoire, ça peut être à la fois sa rue, Mmh. ou heu heu, sa je sais pas, son quartier ou sa banlieue Mmh. ou peut-être plus large. Comment on fait pour, maximiser les chances de succès? Et c'est vraiment cette notion de facteur clé de succès. Comprendre pour, la proposition de valeur de l'enseigne, quels sont les facteurs clés de succès qui vont permettre derrière de faire le bon choix. Donc c'est vraiment ce premier travail qui est important et là je te parle de clients, comme Five Guys ou Sephora qui ont, comme tu peux imaginer, des équipes entières qui travaillent sur ce sujet et qui vont venir intégrer, la donnée de flux à leur écosystème de données un peu plus global. Mais, j'étais encore hier, au téléphone avec, un acteur, du Mans qui a déjà 2 magasins, de madeleines, et qui veut ouvrir son troisième magasin, à Saint-Germain-en-Laye, je crois, et qui avait exactement cette même démarche. En fait, il connaît très bien le pattern de sa clientèle et il me dit: «Moi, en fait, voilà, j'ai besoin, d'une zone où, il y a beaucoup de flux, l'après-midi entre 16h et 18h. J'ai besoin d'une zone sur lequel, ça soit une zone de destination, donc avec des points, de transport, pas trop loin. J'ai besoin d'une zone, sur lequel les gens vont avoir un pouvoir d'achat plutôt élevé». Parce qu'il connaît, en fait, sa clientèle et il sait quels sont les facteurs clés de succès qui vont lui permettre de réussir derrière dans l'ouverture de son prochain magasin et c'est là que MyTraffic va t'aider aussi parce qu'il va lui nous, on a la donnée, sur toutes les zones et on va lui dire: «OK, en fait, toi, tu sais ce que tu veux et voilà les zones qui correspondent à ton besoin». Donc et là, vous allez être capable de dire à un acteur comme celui-là ou à un Mmh. autre, dans cette ville, on va te conseiller plutôt, tel endroit ou ça. Ça dépend en fait, là, on peut être, comme tu disais, plus ou moins large. On a des clients avec lesquels on travaille, qui vont être vraiment, au niveau, d'un maillage très haut du territoire, même des pays parfois, hein. On a de la donnée dans 16 pays en Europe aujourd'hui. On en parlera peut-être après. Il y a des nouveaux territoires qui sont des territoires d'observation, parce qu'ils sont en forte croissance aujourd'hui pour les acteurs du retail, hein, comme la Pologne, par exemple, où on voit qu'il y a une population de plus en plus aisée qui recherche des enseignes, européennes. Et Donc on attends, va c'est hyper je m'arrête 2 secondes, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que pour, envisager un déploiement, pour envisager une croissance, de son réseau, une enseigne peut se dire: «Avant toute chose, je vais analyser les flux». Ah complètement, c'est l'étape numéro 1 et je pense Mais que qui coule pas forcément de source, parce qu'on peut se dire: «On va regarder les critères économiques d'un pays, mmh, la concurrence», c'est en fait, c'est un écosystème, hein. Le flux, c'est une variable, derrière, parmi un ensemble de données. Mais, mais c'est hyper intéressant de si on l'analyser comme enfin pour ça. moi, la phrase qui résonne en moi quand tu me dis ça, c'est le motto un peu du fondateur donc de McDonald's qui est, location, location, location. C'est, ça reste clé. L'emplacement aujourd'hui reste clé et on le voit aujourd'hui, pareil, je regardais hier, une statistique qui est intéressante, par mois en France, il y a 200, boulangeries qui ferment et à peu près pareil qui ouvrent. C'est juste énorme et en fait, à 25 mètres dans une rue, potentiellement, le résultat n'est pas du tout le même. Donc, oui, même au niveau de l'implantation dans un pays, hein, pour des clients avec lesquels on travaille qui sont sur une stratégie, j'en parlais encore hier aussi avec, Honor, l'équipe, les salles de sport qui sont un peu partout en Europe. Pour eux, c'est clé de savoir du coup, où s'implanter, dans quel pays, où est-ce qu'il y a de l'attraction, commerciale et ensuite après qu'on les accompagne dans des pays où ils ne connaissent pas le territoire, sur les bonnes zones. Et encore une fois, le flux est une variable. Par exemple, nous, on a aussi des données, donc de toutes les données, de points de vente et d'environnement commercial. Tu as des marques qui veulent ouvrir absolument à côté d'un Zara parce qu'elles savent que la clientèle est la même. Donc voilà, c'est vraiment ces facteurs clés de succès, les comprendre et nous, on va ensuite, utiliser la donnée pour, trouver la bonne zone. Mais ça peut être au niveau d'un pays, ensuite au niveau d'une ville aussi, et ça peut être ensuite après dans une logique plus de vérification. Aujourd'hui, les responsables de développement, les responsables d'expansion dans les enseignes, on travaille aussi, beaucoup avec Franprix, donc Julie Garcia qui était responsable de la franchise, là-bas, nous expliquait que dès qu'elle avait un dossier de franchise qui lui arrivait, elle faisait du coup d'une analyse sur MyTraffic pour savoir si c'était, intéressant ou pas et elle venait le ranker, par rapport aux locations, existantes. Donc il y a vraiment cette logique aussi de soit je suis à un niveau, très high level, soit je vais être au niveau micro. On me propose un emplacement, est-ce qu'il est intéressant ou pas par rapport à mon réseau existant et par rapport au profil de cette Pour aller dans ce sens-là, il y a aussi,
l'expérience qu'on propose en magasin qui va jouer sur le flux. Ah complètement, évidemment et là, ça dépend si on est une enseigne de destination ou plutôt d'opportunité. L'enseigne de destination, c'est le rêve, hein, à partir du moment où effectivement on a une expérience en magasin qui donne aux gens, envie de se déplacer, c'est la clé, évidemment et donc là-dessus, c'est de trouver aussi le bon endroit de destination, potentiellement avec une zone pour un parking, potentiellement une zone avec, j'en parlais tout à l'heure, des transports, pas loin donc la bonne zone pour mettre ton commerce de destination. Mais évidemment, l'emplacement, c'est une variable. L'expérience en magasin reste derrière clé et notamment peut-être sur la conversion. C'est-à-dire que c'est pas parce que je viens que j'achète. Et ça, c'est très ça, vous avez peut-être pas forcément la donnée, la conversion? On le travaille avec nos clients et donc du coup, on travaille sur tout le funnel avec nos clients pour justement réconcilier la donnée donc de trafic, de flux et de captation derrière ensuite et de conversion. Donc aujourd'hui, vous êtes capable de me dire, globalement où ça marche, quel concept marche et quel secteur marche? Est-ce que tous, les secteurs fonctionnent de Mmh. la même façon ou pas? C'est ce que j'adore, chez MyTraffic, c'est que du coup, je vois énormément de tendances, énormément, d'acteurs, partout en Europe et donc j'observe, j'ai une vision 360 sur ce qui se passe dans le retail. Ça m'a particulièrement marqué au salon le MAPIC, à Cannes. Je ne sais pas si tu connais? C'est un Ouais. salon, de l'immobilier très, très connu, en Europe. Tous les acteurs du retail, s'y rendent et nous, on y va chaque année, on a un stand là-bas et en fait, c'est marrant parce que le flux pour le coup, des visiteurs du stand était très représentatif, des tendances actuelles, dans le retail. Donc on avait, premièrement une grosse brique autour, du pet food, pet care de manière générale. Nous, on a des clients, comme Animalis, GMT qui sont des clients, en ex qui ont qui sont, qui ouvrent des centaines de magasins, par an. Parce qu'aujourd'hui les gens, dans leurs, arbitrages, de budget, la dépense, pour leurs animaux reste une priorité et c'est un secteur qui aux États-Unis a explosé pendant des années et qui arrive très fort, en C'est-à-dire ils Europe. sont prêts à dépenser moins dans l'alimentation pour eux au bénéfice de leurs animaux? Complètement et c'est d'ailleurs, marrant Super parce bien. qu'on voit, hein, le levier prix dans la grande distribution, c'est un levier qui est énorme, hein, la bataille des prix, Leclerc, Intermarché, Lidl, c'est, le levier numéro un. Donc nous, chez Monoprix, c'était un peu moins, le levier, hein. J'avais l'avantage de travailler sur d'autres leviers, que celui du prix. Mais les gens, oui, se battent pour des centimes sur l'alimentaire, ce qui est normal, hein, aujourd'hui, je veux dire que ça reste un poste de dépense, qui est ultra important dans les budgets, donc c'est normal. Mais par ailleurs, potentiellement dans les mêmes, budgets, on va avoir tendance à plus dépenser, dans, le soin, des animaux et l'alimentation des animaux. Donc ça, c'est une grosse tendance quand même, on le voit, on a des acteurs aussi, allemands, j'ai plus en tête, le nom, mais qui ouvrent des magasins, Maxiso, ça me revient à l'appel. Donc ça, c'est une des grosses tendances quand même, qu'on observe. L'autre grosse tendance aussi, c'est tout ce qui est, sport et wellness aussi. Vous l'avez peut-être vu aussi passer, mais à Paris, on commence à avoir des concepts comme la contraste thérapie, qui ouvrent avec, Qu'est-ce que tout c'est? cette c'est, du coup tout un concept autour du contraste entre le chaud et le froid, avec des bains froids et des saunas et donc d'alterner en fait les 2, ça, a des bienfaits, visiblement, hein, je l'ai jamais testé, j'ai envie de le tester, pour le corps, et donc du coup, ça va être des lieux donc de bien-être qui vont, avoir à la fois des saunas et des bains froids. Il y en a là dans les 6 derniers mois, 2 acteurs, à Paris qui ont ouvert, Saint-Roch, rue Saint-Roch et Reset aussi, club, qui sont du coup, des tendances qu'on voit arriver et popper un peu partout. Nous, on a des demandes entrantes, on voit parfois des concepts qui, avant même d'arriver en France, viennent se renseigner sur le maillage territorial et ça, c'est quelque chose qui arrive très fort. On le voit aussi avec tous les concepts, de pilates réformeur, de sport au global où on a vraiment cette notion de bien-être qui vient et qui rentre en jeu. Les gens ont envie d'aller dans des endroits, qui sont beaux, dans lesquels ils vont se faire du bien. Donc ça, c'est une grosse tendance aussi. Le sport de manière générale aussi, hein, c'est, une valeur sûre. On voit les concepts comme le paddle, qui émergent. On a énormément de clients, qui aujourd'hui clients, prospects qui nous demandent de la data pour l'ouverture de terrains de paddle partout, en France, partout en Europe. On en parlait juste avant l'épisode, mais l'Aerox aussi, et donc du coup qui est aussi une des grosses tendances sur lequel on voit énormément d'acteurs se positionner, chercher les L'Aerox, attends, tu me l'as expliqué, je vais essayer tu vas me dire si je me suis trompé ou pas dans ce que j'ai retenu. C'est, l'idée de mélanger, le running avec, du crossfit. exactement, donc c'est, un mix entre, 8 tours de course et entre chaque tour, une étape, de CrossFit et donc ça, pareil, énormément de concepts qui se créent autour de ça. C'est marrant parce que dans le sport, dans le bien-être et on peut l'élargir au leisure aussi après, hein, tout ce qui est
parcs d'attractions, trampoline park, on voit aussi comme par exemple l'Atelier des Lumières à Paris, donc c'est des musées virtuels. Tout ça, c'est aussi une grosse tendance, le leisure qui se développe notamment en centre commercial. Ici, on n'est pas sur la guerre des clients. C'est des concepts sur lesquels ils n'ont pas de mal à aller chercher des clients, mais sur la guerre des mètres carrés. Où est-ce qu'on va avoir, trouvé le meilleur local, le meilleur emplacement, au meilleur endroit, pour avoir derrière un ratio d'effort un taux d'effort qui est le plus optimisé, donc entre loyer et chiffre d'affaires. Moi, je suis impressionnée par le nombre d'acteurs que je rencontre au quotidien, que je vois la traction commerciale sur ces concepts-là. C'est très intéressant que tu nous expliques ça. Et quand je t'écoute parler, je comprends que la donnée est utilisée pour pouvoir prendre des décisions d'implantation. Donc on est sur quelque chose de réfléchi et conjoncturel, c'est-à-dire on prend une décision d'ouverture une fois. Mais cette donnée, comment elle est exploitée dans la durée? Comment en fait un retailer peut s'intéresser à ça? Comment il monitore des évolutions de flux et en quoi c'est stratégique? Non, c'est un super bon point. Effectivement, là, j'ai beaucoup parlé d'expansion, mais nous, derrière, nos clients, on les accompagne sur plusieurs années. Ils viennent pas uniquement chez MyTraffic pour avoir une donnée à un moment T. Je parlais de Franprix tout à l'heure, c'est un très bon exemple. Franprix, ils nous utilisent pour suivre tous leurs magasins et notamment tous leurs magasins de franchisés. Tout simplement pour répondre à une question qui est, quand il y a une sous-performance ou une surperformance, comment on va lire en fait cette sous-performance ou cette surperformance et qu'est-ce qu'il y a derrière? Quels sont les facteurs de sous ou surperformance? Et notamment, du coup, Julie nous expliquait, donc notre contact chez Franprix, qui est directrice de la franchise, que sur un des magasins, ils avaient sans cesse, ils étaient en sous-performance depuis plusieurs mois, plusieurs années, et le franchisé leur disait: «Non, mais c'est parce que j'ai moins de trafic, moins de flux, il y a eu des travaux devant la zone, etc.» Et en fait, pour eux, c'est très compliqué de se dire: «Mais d'où vient le problème? Est-ce que c'est l'équipe sur place? Est-ce que c'est l'offre qui est pas adaptée? Est-ce qu'effectivement c'est le flux devant la zone?» Et nous, on va venir les accompagner sur ça. Leur donner du coup des éléments pour pouvoir comparer leurs magasins entre eux, se dire: en fait, là, tu as le même trafic entre le magasin A et le magasin B. Sur ce trafic, la qualification, elle est à peu près la même pouvoir d'achat des visiteurs, même pondération entre hommes et femmes, même pondération entre touristes et visiteurs. Donc, on va rentrer dans ce niveau-là de granularité qui va permettre d'ailleurs aux opérationnels de pouvoir comprendre de façon très fine la surperformance ou la sous-performance. Et notamment sur un des magasins Franprix, elle nous disait que ils avaient compris qu'il y avait une vraie décorrélation sur l'offre, où il y avait une clientèle qui était à la recherche plutôt de services. Et au moment où ils avaient du coup mis en place dans leur Franprix, bon, Franprix sont très bons aussi dans ça, tout ce qui est du coup offre de services avec une offre boulangerie, une offre rôtisserie, une offre de lockers. Oui, ils sont capables d'adapter Ils ont adapté leur offre en fait au flux. Et donc c'est ça. Enfin, chaque point exactement. de vente, il ressemble pas forcément à un autre. Exactement. Et donc du coup, la donnée de flux, elle les a aidés. Et la donnée de flux, de manière générale, en MyTraffic, je synthétise quand j'ai dit de flux, mais la donnée d'environnement commercial les a aidés à comprendre ce qui marchait, ce qui marchait pas, et à adapter derrière leur offre à la zone et à la zone de chalandise. Ouais, c'est très intéressant de savoir que en analysant le flux, on va pouvoir modifier l'expérience en point de vente. On parlait de l'expérience en point de vente. Il y a le concept même du retailer qui va proposer une expérience. Quand on va chez Zara, où que ce soit, on a la même expérience. C'est travaillé. Mais tu en as d'autres qui vont pouvoir l'adapter. Tu viens de l'expliquer avec Franprix. Complètement. Et donc, cette donnée... Pareil pour Decathlon aussi, hein, si on reprend un autre exemple, Decathlon, à la fois dans la stratégie d'IKEA, où ils ont adapté des formats de centre-ville, des Decathlon City. On a travaillé avec eux chez MyTraffic sur comprendre, donc dans chaque Decathlon City, quelle est la bonne offre par rapport au profil des visiteurs. Hyper important. Est-ce qu'on va mettre plutôt une offre ski, une offre running, une offre... Donc, il y a des choses qui paraissent évidentes, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus, en fait, souterraines. Et il faut une analyse très granulaire de la zone de chalandise pour comprendre quelle va être la bonne offre au bon endroit. Donc, ça va être vraiment ce travail-là. Et après, il y a un autre pan, on va dire, c'est une autre version du travail que les retailers vont faire, c'est ensuite, une fois qu'on a fait ce constat-là, qu'on a potentiellement adapté notre offre, comment on va mesurer derrière l'impact des campagnes marketing qu'on va faire, de recrutement de clients. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça me permet de te poser la question suivante. Est-ce que on peut compenser des faiblesses par du marketing et y voir une influence sur le flux? Je dirais pas forcément compenser des faiblesses, mais c'est plutôt aller taper au bon endroit auprès de la bonne personne. C'est-à-dire que typiquement, et ça marche pour un centre-ville ou pour une enseigne,
En fait, une enseigne va analyser, le profil de ses visiteurs et va se rendre compte que, par exemple, il y a, aucun visiteur qui vient de plus de 15 minutes à pied de sa zone. Et bah, là, il a tout intérêt à aller faire une campagne marketing de recrutement, sur des zones un peu plus éloignées. Donc que ce soit offline ou online, hein. Online, les 2 fonctionnent, hein. On a des clients aujourd'hui qui utilisent nos données pour ensuite après adapter leur campagne méta, pour aller cibler du coup des zones géographiques spécifiques et de la même façon du coup en drive to store, donc aller cibler des zones pour faire du marketing sur des zones où ils savent qu'ils ont des white space en fait. Ils savent qu'ils recrutent pas, ils ont Et ça, pas ils te de clients. disent le résultat Ah qu'ils complètement. obtiennent? Et ben, ils mesurent du coup le flux avant-après et nous on a l'origine la provenance en fait des visiteurs. Donc on sait d'où les gens viennent et donc du coup, ils vont pouvoir voir, en fait, est-ce que dans cette zone où j'ai fait une campagne marketing online ou offline très forte, d'un mois sur l'autre, j'ai eu du trafic visiteur ou pas. Donc ça leur permet de vraiment pouvoir mesurer l'impact avant-après et adapter. En fait, aujourd'hui, les budgets quand même marketing sont de plus en plus resserrés, hein, dans le retail. Si je fais un Et peu un les coûts raccourci, d'acquisition de le plus coût en plus d'acquisition est de élevés? plus en plus élevé, donc du coup, ils ont tout intérêt à avoir une connaissance fine des zones où aller, faire, du ciblage à faire, géographique qui est clé. On a travaillé aussi avec Danone, c'est un autre exemple, qui me vient en tête, mais sur la distribution de leurs produits, Alpro, donc le lait, végétal, dans leur réseau de points de vente. Donc du coup, ils voulaient comprendre en fait la corrélation entre la performance d'Alpro et la localisation et le profil de visiteurs de chaque magasin. Et là, pareil, ils ont fait un gros travail de, on va dire d'optimisation, hein, de l'assortiment, de dire, en fait, il y a des on a pu voir, qu'il y a des zones affinitaires sur lesquelles il faut mettre de l'Alpro, et dans ces zones-là, on va investir en marketing, on va mettre du budget de recrutement de clients et il y a d'autres zones où on va juste l'enlever de l'assortiment. Donc c'est vraiment, une connaissance fine qui nous permet de pouvoir travailler en amont effectivement sur l'expansion évidemment et ensuite après tout au fil de la vie du magasin et du réseau. Tu me parles de tout ce qui, les facteurs clés de succès, Mmh. mais j'imagine que vous devez aussi observer, les facteurs de défaite. Qu'est-ce qui fonctionne? Quelles sont les erreurs, qui sont, communément observées, auxquelles il faut faire attention? C'est quoi? C'est, Mmh. mal interpréter la donnée? C'est ignorer la donnée? C'est quoi ce que vous observez? Bah, déjà c'est marrant parce que quand, donc moi je suis arrivée chez MyTraffic en 2019, donc avant le Covid et en fait, quand il y a eu le Covid, je me suis dit: «Oh là là, pourquoi je suis partie de chez Monoprix pour aller dans une boîte qui fait de la data dans le monde physique alors que plus personne ne bouge?» Et en fait, ça n'a jamais aussi bien marché que quand justement, les enseignes n'avaient plus de trafic et donc du coup, qu'il y a eu un peu un mouvement de panique où ils se sont dit: «En fait, c'est le moment pour investir, pour comprendre ce qui se passe, et pour être armé, pour derrière mieux repartir». Donc je dirais effectivement que le premier réflexe d'une enseigne qui va pas, c'est de comprendre pourquoi ça va pas et d'aller chercher et d'aller analyser et donc déjà de s'équiper. Donc une enseigne qui s'équipe pas et qui continue entre guillemets à répliquer les mêmes facteurs clés de succès qui finalement en fait ne sont pas tant des facteurs clés de succès, pour moi c'est déjà une première erreur, stratégique qui permet pas de pouvoir, adapter et faire des pivots qui sont parfois nécessaires, hein. Comme on l'a vu, je reprends l'exemple d'IKEA, mais des pivots comme ça, on en voit partout sur des enseignes qui sont historiques, hein. En France, aujourd'hui, on entend des liquidations judiciaires, tous les jours quasiment, sur des enseignes historiques. Donc il y a vraiment ce travail de: quel est le pivot que je peux faire par rapport à ma clientèle? Où sont mes clients? Est-ce qu'ils ont bougé? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Donc ça, c'est vraiment, clé pour moi et après, il y a aussi, on le voit, des effets de mode, hein, dans le retail, des effets de mode sur lequel, il y a une tendance qui est là, pendant, allez, 5, 10 ans et puis après qui s'éteint. On l'a vu, sur les cookies, on l'a vu, sur, les enseignes, très spécialisées de focaccia ou de servi de voilà, d'enseignes très niches sur lesquelles, en fait, il y a eu un effet mode, un effet marketing qui s'est essoufflé dans le temps parce qu'il y a pas une vraie proposition de valeur derrière. On le voit aujourd'hui, on travaille avec, un client des les enseignes Krusty Game. Donc je pense que tu l'as vu aussi, le Krusty, donc le poulet frit, c'est une des grosses tendances, notamment sur C'est un petit peu dans l'actualité. qui explose, complètement, qui explose notamment, via TikTok, hein. C'est aujourd'hui un gros levier, et on voit des enseignes qui veulent ouvrir du crousty partout. Nous, chez MyTraffic, j'ai un inbound toutes les 2 semaines où c'est une nouvelle enseigne de crousty. C'est incroyable et donc on travaille avec eux et c'est ce qu'ils nous disent, c'est comment on fait attention pour ne pas, dépenser, trop, ouvrir trop vite, alors qu'en fait, c'est qu'une tendance, une tendance, Ouais, il faut une faire tendance. attention à la Donc je mode. dirais, il y a vraiment ça, c'est ignorer la data, Ouais. faire attention aux tendances qui sont des tendances passagères, mais qui sont liées à des effets de mode, et après, en fait, il y a vraiment aussi le loupé d'une ouverture, hein. Aujourd'hui, ouvrir un magasin, c'est un capex qui est énorme, hein. C'est parfois plusieurs, millions d'euros en fonction, du magasin.
on se loupe, derrière, ça peut couler, une boîte, un petit réseau, qui se loupe sur une ouverture. Derrière, c'est terminé, quoi. Donc je dirais que c'est d'autant plus important. Effectivement, nous, c'est ce qu'on dit aussi à nos clients. La proposition de valeur, elle est de pas se tromper sur l'emplacement. C'est potentiellement des millions d'euros, que tu vas aller, récupérer, que tu vas aller, éviter, enfin, tu vas éviter de perdre des millions d'euros. Est-ce que tu observes qu'il y a des clients qui comprennent plus vite que d'autres, des signaux faibles, dans l'analyse de flux et qui leur permet d'avoir des coups d'avance? Complètement. Ça, c'est évident pour moi. Il y a des enseignes qui sont des enseignes à succès, qui ont leurs recettes, qui fonctionnent. C'est déjà donc effectivement des enseignes qui se remettent en question, qui analysent les tendances, qui ont ce coup d'avance-là et qui ont des recettes qui fonctionnent, des recettes magiques. Là, quand tu me dis ça, nous on travaillait avec, Five Guys. Moi, c'est une enseigne que je connaissais pas particulièrement, j'étais pas particulièrement, cliente, et en fait, j'ai fait toute une journée, chez eux en magasin, enfin en restaurant du coup, pour comprendre, leur métier et comprendre comment utiliser la donnée de MyTraffic. Et ce qui m'a marqué, c'est effectivement, la recette derrière du succès. Ils mettent un accent énorme sur la qualité des produits. Tout est fait, maison, sur place, le matin, les frites, le pain, et derrière, en fait, c'est ça qui fait vraiment, la qualité et le succès de l'enseigne. C'est-à-dire qu'ils ont un taux de récurrence qui est énorme. Des gens qui viennent et reviennent souvent, et en fait, c'est là leur force. Ils dépensent quasiment zéro en marketing. Je pense que tu as jamais vu une campagne Five Guys dans le métro ou à la télé ou sur les réseaux. Mais derrière, leur force, c'est la qualité de leurs produits et ils n'en parlent pas. Et donc du coup, ça, c'est ce qui m'a enfin, c'est vraiment pour moi des enseignes comme ça, qui ont su trouver un peu leur arme secrète, et qui, ont un coup d'avance. Donc ça paraît tout simple, hein, pas de marketing et on met tout l'argent sur la qualité des produits et ensuite après sur, la fiabilisation de nos clients, mais ça fonctionne. Pareil, une autre marque pour moi qui m'impressionne, dans sa stratégie, de développement, c'est la marque Avril, donc les cosmétiques, bio, donc avec laquelle on travaille aussi, qui ont une, stratégie forte sur, le discount. Pareil, le discount, sujet de débat, dans les médias et dans la grande distribution et dans le retail, qui est devenu en fait un faux levier de prix, hein. On en fait des promotions, tout le temps, partout, à l'appel, et donc du coup, le prix n'a plus vraiment de sens, hein. Chez Monoprix, c'était un sujet pareil du quotidien. Avril, eux, ils ont fait le choix de ne pas faire de promotion, jamais, d'avoir des prix qui sont les mêmes partout et des prix qu'ils estiment justes, sur lesquels il y a pas de promotion. Et Tout au long donc de l'année. tout au long de l'année. Et ça, pareil, donc ils ont aussi des produits qui sont très qualitatifs, donc ils sont positionnés sur un segment, du cosmétique bio, qui est un segment en croissance, mais ils ont su, prendre la place et la garder et la conserver. Donc on a des Aromazone aussi dans la même tendance, mais ils ont pour moi une recette secrète qui fait qu'ils fonctionnent et qui fait qu'ils sont très appréciés, de leurs clients, et ça, c'est un peu un coup d'avance, un petit tips. Comment, je te pose la question, qui me vient en t'écoutant. Comment, la tech aujourd'hui vient renforcer votre dispositif? Est-ce qu'il y a beaucoup de données? L'exploitation de cette donnée, dans quelle mesure l'IA est là pour vous accompagner et à renforcer son exploitation? Heu Notre métier avec l'IA, il change pas, énormément, pour être honnête. Là où ça va changer, et c'est génial d'ailleurs, c'est plutôt dans l'accès à la donnée pour nos clients. C'est-à-dire que nous, historiquement, donc MyTraffic, on est un logiciel, SaaS, qui est accessible en ligne, sur lequel, il faut se connecter, et derrière, il y a quand même un niveau de compétence minimum à avoir pour aller interpréter les graphiques, jouer avec la donnée, choisir des variables, et donc ça demande quand même, de l'investissement en temps. Il faut, heu, se motiver pour aller sur l'outil, comprendre comment ça fonctionne, jouer avec les variables, et aussi certaines compétences, basiques d'informatique et d'analyse de la donnée. Ça, j'ai été en magasin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand en fait on sort d'une journée, en magasin, on n'a pas envie d'aller se connecter, on n'a pas le temps, c'est pas dans nos priorités, et donc ça, c'était un vrai sujet de, MyTraffic. On avait un sujet d'utilisation par nos clients. Comment on fait pour que ça rentre dans leur routine, et que ce soit simple pour eux d'avoir accès à cette donnée? Et là, l'IA, nous a permis de sortir un nouveau produit, qui s'appelle Genie, qui est vraiment, conçu pour être, le consultant, de l'utilisateur. L'utilisateur va pouvoir lui poser n'importe quelle question dans un langage naturel, comme sur ChatGPT, tu pourrais le faire avec ChatGPT, et en un clic, du coup, il va avoir une réponse. Donc, Ouais, ça va bien. ça chamboule en fait la façon dont on va, se connecter avec nos clients, et les clients vont utiliser MyTraffic. Et on le voit déjà, notamment sur, toute la partie,
du marché plutôt ce qu'on appelle tiny ou franchisé, où en fait ils ont pas d'équipe dédiée au développement ou dédiée à l'analyse de la donnée, hein, comme dans toutes les enseignes que j'ai mentionnées avant, mais ils vont avoir besoin de cette data-là. Et donc avoir un outil comme MyTraffic où peuvent poser des questions depuis leur téléphone, dans leur voiture, entre deux rendez-vous, c'est hyper utile. Le, où tu parlais tout à l'heure, je reviens sur le sujet du centre-ville, du cas de Montpellier. Mmh. Tu m'as cité, d'autres cas de ville d'ailleurs avant qu'on en commence à enregistrer. Comment, le chantier, est, initié et quels sont les objectifs qui sont fixés quand vous commencez à Mmh. travailler, avec une, agglomération sur, les centres-villes? Heu Donc oui, effectivement, moi, c'est des projets que j'aime beaucoup et que je trouve très intéressants, chez MyTraffic parce que déjà, c'est des projets, moyen long terme, hein. On n'est pas sur une ouverture de magasin, entre guillemets, même si une ouverture de magasin, ça reste quand même pas un choix qui se fait en 2 secondes. Mais là, on est vraiment sur du temps long et donc comment ça fonctionne? Bah, on travaille du coup avec l'équipe, en charge de l'animation de la ville. Donc ça va être soit la municipalité, soit la CCI, soit, tout simplement la mairie, et derrière, l'idée, c'est de pouvoir d'abord faire un bilan, en fait, de la dynamique, pardon, du centre-ville et de la ville de manière générale. Et ensuite, on va travailler avec les équipes pour comprendre ce qu'ils veulent optimiser et pourquoi. Et donc là, tu prends à la fois les flux piétons et les flux automobiles? Les 2. Donc, par exemple, effectivement, je regarde enfin, j'ai échangé avec notamment la ville d'Alès, il y a quelques semaines, qui ont, travaillé sur un énorme projet de rénovation des halles de l'Abbaye, qui est des halles de l'Abbaye, qui est un gros enfin, des halles, en fait, en centre-ville, sur lequel ils ont fait un énorme travail de rénovation pour notamment, aller attirer dans leur centre-ville des profils qui étaient plus forcément, visiteurs du centre-ville, donc qui étaient plutôt en périphérie et qui n'avaient aucune raison de se déplacer. Et donc avec tout l'investissement qu'ils ont fait de rénovation pour donner envie aux gens de venir et de refréquenter, ces halles, on a vraiment vu une évolution du trafic en centre-ville. Je crois que c'était plus 20 en 2 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est du temps long. Ils ont compris, qui étaient les gens qui ne venaient plus. C'est les gens qui venaient avant, mais qui ne venaient plus. Ils l'ont vu dans l'évolution du trafic, dans nos chiffres. Ils l'ont vu ensuite comme une priorité. Donc ils ont, à la fois travaillé sur les infrastructures hyper importantes qui vont permettre aux gens d'avoir une raison de revenir et ensuite sur le recrutement. Donc comme Montpellier a pu le faire avec les transports gratuits ou, des nouvelles lignes de transport ou des programmes qui donnent envie aux gens de revenir. Et donc c'est ça qu'on va travailler avec les villes. Par exemple, on travaille avec des villes, vraiment de toute taille. C'est ça qui est très intéressant aussi, ça nous permet d'avoir un paysage assez global. Une ville, par exemple, comme Thionville, qui a réduit sa vacance commerciale de 10 pareil, je crois en 1 an, en travaillant justement sur la promotion de la ville. Ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire aussi. On l'a fait avec Montélimar, il y a pas longtemps. Comment mettre en avant, les assets de la ville pour donner envie, aux commerçants de s'y installer. Et donc du coup, avec les données, on va construire un panel, un petit bilan sur l'attractivité de la ville. En fait, le pouvoir d'achat des visiteurs, quand est-ce que les gens viennent? Est-ce qu'ils viennent plutôt le week-end? Est-ce qu'ils viennent plutôt, la semaine? Combien ils dépensent? Qui sont ces gens? D'où ils viennent? Et donc on va aider les villes à promouvoir leur centre-ville, à réduire leurs vacances commerciales, qui est un sujet, pareil, très, très chaud du moment. Si, pour conclure notre conversation, je te posais la question, c'est quoi les évolutions auxquelles il faut qu'on s'attende? Je sais pas, sur les nouveaux usages de la donnée, sur, les nouveaux acteurs qui viennent vous chercher pour prendre de la donnée auxquels vous ne vous attendiez pas ou, des demandes un peu, nouvelles qui sont peut-être, des signaux faibles? Comment on voit, Mmh. ces évolutions-là? C'est une bonne question. Pour moi, déjà, c'est, le enfin la conclusion, c'est vraiment le commerce n'est pas en train de mourir. C'est vraiment quand même la bonne nouvelle et on voit une traction. Moi, je le vois tous les jours via les demandes qui sont entrantes sur MyTraffic, des gens qui ont des projets avec des tailles très différentes, hein, que ce soit des mastodons. On voit des acteurs américains qui arrivent, des acteurs, par exemple comme Vuori sur les lunettes, comme, Figs sur de l'habillement médical, donc des magasins, d'habillement médical, donc des acteurs très spécifiques aux US qui veulent s'implanter, en Europe, en France. Et après, on a aussi énormément de petits projets, de franchisés, d'enseignes, de nouvelles enseignes, donc que ce soit, j'en parlais de la Madeleine, de la boulangerie, des restaurants. Et donc ça, c'est pour moi une dynamique et une ADN française, qui est, encore très présente, et qui est pas du tout, en train de s'essouffler. Donc après voilà, il y a un turnover, ça c'est une réalité, et donc du coup, c'est comment on continue d'accompagner au mieux ces acteurs-là et à leur donner, les meilleures armes pour prendre les bonnes décisions. Donc voilà, donc je dirais vraiment c'est cette dynamique, comment on continue à la faire grandir
En France, on n'en a pas parlé avec toute la polémique, de Shein et l'arrivée d'un acteur comme Shein, en France, on voit que c'est quand même globalement, rejeté, hein, par la clientèle, française. Aujourd'hui, c'est pas un Enfin, il succès. s'est rejeté, mais en même temps, il y en a 40 de la population française qui a acheté Qui sur commandent en Shein. ligne complètement, mais en tout cas en commerce physique, aujourd'hui, nous, on l'a regardé, on l'a analysé, hein, les retombées sont vraiment pas bonnes sur le flux. On voit une baisse du flux, Ah dans oui, c'est ça, ouais, complètement, dans le magasin physique, du BHV. Donc comment dire? On a quand même, je trouve cette ADN française, cette culture du commerce qui est encore très forte, voilà, nous, ce qu'on espère en tout cas, et c'est pour ça, hein, c'est la mission aussi de MindTraffic, c'est, continuer à leur donner, des armes qui leur permettent de combattre dans l'environnement du e-commerce, dans l'environnement de Nationalisation. internationalisation, de la dynamique, en ville. Eh ben, écoute, Pauline, merci beaucoup pour, cet échange. Si on veut, rentrer en contact avec toi, c'est quoi? LinkedIn qui est, comment on Oui, fait? LinkedIn, donc Pauline Paris, comme la ville de Paris, c'est très simple, parfait. mytraffic, .fr, c'est ça? mytraffic.fr. Merci en tout cas beaucoup pour la qualité de cet échange. Merci, chers auditeurs, pour, votre fidélité et puis, pour, les messages de soutien que vous, continuez de m'envoyer. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute au podcast Les Digital Doers, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube bien sûr dans sa version audio et vidéo. Abonnez-vous à la newsletter, pour recevoir, chaque vendredi la revue de presse et la synthèse de l'actualité, du retail et du e-commerce dans votre, boîte email. Je vous dis à bientôt. Merci encore. Merci Cyril. Merci.